Bonjour et bienvenue sur Parcours Libre, le podcast de Yannick Bolatti. Aujourd'hui, nous rencontrons Godfrey Spencer. Godfrey est linguiste de formation et il a travaillé pendant de nombreuses années pour de grandes sociétés américaines comme IBM ou pour l'OTAN, ici à Bruxelles. Et à 57 ans, suite à une rencontre qu'il va nous raconter, il a décidé de changer de vie, de changer de métier et de devenir formateur en communication non violente. Et je vous propose d'écouter son histoire et les leçons de vie qu'il en a retenues. Godfrey Spencer, bienvenue sur Parcours Libre et merci d'avoir accepté cet entretien. Mais c'est avec plaisir. Pourriez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes et ce que vous faites ? Eh bien, en quelques mots, ce sera peut-être difficile, mais j'aime bien les défis à relever. J'ai commencé ma vie professionnelle comme linguiste. J'ai fait la philosophie, l'histoire et les langues à l'université. Et je pensais que j'allais faire ma vie là-dedans. Et effectivement, quand IBM Europe s'est intéressé à un programme de communication efficace, c'était tout à fait dans mes cordes. Et nous croyons à cette époque-là, nous étions une petite équipe de 6 personnes pour l'Europe, que la communication entre membres du personnel, entre IBM et ses clients, entre IBM et ses fournisseurs, était nécessairement verbale. Je pense que IBM ne pense plus ça aujourd'hui, pas plus que moi. Nous étions dans quelle période, dans quelles années ? Ça, c'était dans les années de 66 à 75, par là. Ce que nous faisions à ce moment-là, c'est d'essayer de communiquer juste, communiquer des faits comme ils se présentaient sans s'en égarer. Et à cette fin-là, nous faisions des exercices de construction Lego au bout d'un téléphone sans que la personne puisse voir la construction pour voir si les membres du personnel qui étaient avec nous étaient capables de prendre soin de leur expression pour dire avec beaucoup de justesse la description d'une situation. Donc vous étiez linguiste au service d'IBM et du service de communication d'IBM en Europe. Oui, c'est bien ça. Ensuite, je me suis dit qu'il doit y avoir autre chose à la communication que le verbal et je me suis intéressé à la programmation neurolinguistique. Et j'ai fait une maîtrise aux États-Unis et une autre maîtrise en France. Et là, j'ai beaucoup appris sur l'importance du non-verbal, le ton de voix, le langage corporel. Et parfois, il est évident que nous pouvons nous passer complètement de mots et communiquer très juste. Et au cours de mon expérience, je suis devenu professeur dans une école d'interprètes et une de mes étudiantes est devenue collègue à IBM. Et un jour, elle me dit, Godfrey, il y a un gars que tu dois connaître. Il a un message pour toi. Et j'aimais bien cette collègue et je me suis dit, si elle me dit ça, c'est qu'il doit y avoir du vrai. Et je suis allé écouter Marshall Rosenberg lors d'un atelier qu'il donnait à Paris. Et puis, quelques mois après, je l'ai suivi à La Rochelle. Et là, j'ai joué un jeu de rôle avec lui. Moi, j'avais 6 ans, lui était mon père. Et il a commencé à m'insulter exactement comme le ferait mon père. Et il me dit, comment tu te sens quand je te traite comme ça? Et moi, les jambes croisées, les bras croisés, le regard noir, je lui dis, je n'ai pas de sentiments. D'abord, je suis un homme et en plus, je suis anglais et nous, on n'a pas de sentiments. Ah, dit-il, là, ça c'est très intéressant, ça. Et dans la foulée, il a commencé à appliquer son processus et je crois que dans les 5 à 7 minutes, j'étais en train de sangloter et quand je regardais autour de la pièce, les 18 autres participants n'étaient guère dans un état meilleur que le mien. Donc vous avez rencontré Marshall Rosenberg un peu par hasard. Vous pouvez nous dire, c'était en quelle année ? Ça, c'était en 97. En 97. Et en quelques mots, vous pouvez nous présenter qui est Marshall Rosenberg ? Marshall Rosenberg est un psychologue clinicien
qui, à un moment donné dans son travail en clinique, se disait « Je perds mon temps ici avec les gens. Je passe plus de temps à compléter des dossiers par écrit et à diagnostiquer les gens que de les accompagner dans leur guérison. » Alors, il a donné sa démission dans cette clinique universitaire et il est devenu chauffeur de taxi. Et pendant qu'il faisait cette retraite un peu forcée, son processus lui est devenu clair et il a commencé très petitement à proposer des ateliers en ce qu'il appelait d'emblée la communication non violente. Et c'est un nom qu'il regrette maintenant, mais le nom est protégé, donc il le garde. Il le regrette pour deux raisons. Le nom de son processus contient le mot violent et le nom de son processus contient le vocable non. C'est deux choses qui ne vont pas très bien en harmonie avec son processus. Et donc en 1997, vous rencontrez Marshall Rosenberg et la communication non violente. Est-ce qu'il y avait de la violence dans votre propre vie? Ça, c'est très intéressant de dire cela parce que parfois, quand nous travaillons dans certains milieux, les gens avec qui on travaille se disent « Mais pour qui vous vous prenez, vous? Nous sommes les violents et vous êtes les non-violents. » C'est quelque chose comme ça. Et je pense que pour Marshall, le terme violence a une portée très large. Et il peut s'agir effectivement de violence, comme on l'entend, physique ou psychologique. Et il peut aussi s'agir d'éloges ou de récompenses. Parce que avec des éloges ou des récompenses, le résultat net, c'est que l'on met les gens sous pression. Et la pression est aussi une forme de violence. Et vous étiez sous pression chez IBM ou dans votre activité de linguiste ou de traducteur? Je pense que j'étais sous pression parce que je me mettais sous pression. Et comme j'avais toute une série d'enfants, j'avais toujours l'impression que j'étais en retard d'une guerre, ce qui fait que je cumulais. Et effectivement, je me mettais beaucoup sous pression et je crois que j'étais très, très violent avec moi-même, à exiger que je travaille à deux endroits pratiquement en même temps, que je travaille la nuit, le week-end. Et évidemment, dans ma vie, il y avait les conflits habituels entre collègues, dans ma famille, que ce soit ma famille d'origine ou la famille que j'ai créée avec ma femme. Il y a eu pas mal de violence dans ma vie, même si je me targuais toujours d'être un paisible. Je n'en crois plus un mot. Cette rencontre avec la communication non violente, vous l'avez appliquée d'abord à vous-même, vous l'avez appliquée, vous avez décidé d'enseigner? Je crois que dès que je me suis rendu compte que la communication non violente apportait un bouleversement de ma conscience, j'ai décidé que ce processus serait ma voie. Donc, je pense qu'il n'y a pas une année où je n'ai pas assisté à une trentaine de jours de formation. Et très rapidement, je suis devenu l'assistant d'une formatrice certifiée qui travaillait dans le milieu hospitalier. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup évoluer. Et très rapidement après cela, j'ai été recommandé à la certification. Et donc vous êtes passé d'un environnement où vous travailliez pour IBM ou pour de grandes sociétés internationales et vous décidez de devenir enseignant ou coach dans cette nouvelle euh, pratique. Comment on pourrait appeler ça? C'est un changement de vie? Oui, c'était un changement très important. À l'époque où je suis devenu certifié, je travaillais à l'OTAN et j'ai constaté pendant les années où j'étais à l'OTAN une très grande évolution des esprits. Au tout début, quand j'étais là, c'était fort l'imposition de la paix. Et vers la fin de ma carrière à l'OTAN, je voyais beaucoup plus, même chez les militaires, un esprit de dialogue qui régnait. Et je pense que l'évolution est dans ce sens-là. Toujours est-il que quand j'ai décidé de quitter l'OTAN
pour travailler exclusivement pour répandre le processus de Rosenberg, je disais aux gens avec un peu d'humour noir que j'allais d'abord chercher le pont sous lequel j'allais mourir de faim. Et en fait, 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, je ne suis pas encore mort de faim. Et les débuts ont été difficiles de se lancer dans dans cette nouvelle carrière, ce nouveau métier, de trouver des clients, de trouver des revenus pour une pratique encore inconnue en Europe à l'époque. Oui, je crois que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai commencé l'enseignement de ce processus alors que j'étais à 3/4 temps à l'OTAN, ce qui me permettait d'avoir un budget pour vivre tout en ne gagnant pas ma vie avec mon enseignement. Plus tard, ce qui est arrivé, c'est que les entreprises et les institutions ont commencé à s'y intéresser, ce qui m'a permis de démissionner carrément et d'avoir assez de revenus pour poursuivre cette passion que j'ai par rapport au processus de Rosenberg. Mais aujourd'hui, vous avez 68 ans, donc ça fait une petite dizaine d'années que vous aviez rencontré Marshall Rosenberg. Donc, et vous commencez une nouvelle carrière à un âge où beaucoup de gens, généralement, pensent à leur retraite. C'est vrai que je crois que les gens qui ne sont pas passionnés par ce qu'ils font ont beaucoup de plaisir à prendre leur retraite. Et moi, j'ai trop de plaisir à faire ce que je fais. Et il n'y a rien de plus gratifiant que de voir les visages des gens qui sortent d'une formation et qui se disent, ça a changé ma vie. Et ça m'arrive tellement souvent que je crois que si je devais prendre ma retraite un peu artificiellement comme ça, je serais très insatisfait. Et donc, la CNV a changé votre vie également. Ah, ça, de fond en comble. Et je crois que le plus beau pour moi dans les bouleversements que j'ai vécus, c'est des changements au niveau des relations très proches. Je pense que c'est le domaine où l'évolution est le plus difficile. C'est déjà pas facile dans le milieu de l'entreprise. C'est encore plus difficile quand les émotions fortes s'en mêlent. Et pour moi, le changement est vraiment très, très palpable. Il y a plus de paix, plus de sérénité, plus de confiance, plus de joie, plus d'élan que jamais auparavant. Et avant qu'on commence cet entretien, vous m'avez dit que vous vous étiez marié l'année dernière. Oui, ça c'est vrai. Et je me suis marié avec quelqu'un qui trouve aussi sa voie dans la communication non violente et qui, comme nous tous, trouve que l'application de ce processus offre bien des défis et qui, malgré tout, tient bon, progresse et reconnaît aussi vivre plus de joie, plus de sérénité qu'auparavant. Vous parlez beaucoup de l'utilisation de la communication non violente dans le domaine de l'entreprise. La relation de couple, et vous parlez de mariage là à l'instant, la relation de couple est aussi un environnement dans lequel il y a souvent beaucoup de violence. Est-ce que vous êtes souvent amené à approcher les relations de couple avec la communication non violente? Et quelle est votre expérience sur le sujet? Le plus souvent, quand il s'agit de couple, je m'engage dans des médiations conduites par le processus de Marshall Rosenberg. Et je n'ai jamais connu autant de vérité et de paix qu'avec ce processus-là. Car dans une médiation, chaque personne est invitée à s'exprimer complètement sans du tout mettre de gants vis-à-vis de l'autre personne. Pendant qu'une des personnes parle, je traduis tout ce que la personne dit en aspiration profonde, non nourrie ou parfois nourrie, et je demande à la personne en face de refléter ses besoins profonds que j'ai interprétés et vérifiés avec la première personne, et puis on fait l'inverse. Et c'est
nommer ses besoins profonds, être en lien avec ses motivations, qui permet aux deux d'établir une relation de qualité. Et une fois la relation de qualité établie, toutes les solutions sont possibles. Et le plus souvent, les couples se mettent d'accord sur une solution qui satisfasse à la fois les besoins de l'un et de l'autre. Et qu'il s'agisse de couple ou de la relation dans la hiérarchie en entreprise, c'est la même chose. Et est-ce que vous voyez maintenant une plus grande demande pour ce type de conseils, ce type de méthode dans le domaine de l'entreprise, dans un pays francophone, la Belgique, la France, ou est-ce que ça reste encore très américain, très anglo-saxon comme approche? Je crois que l'approche est vue avec pas mal de méfiance et en même temps, cette évolution vers la primeur à la relation est pour moi un mouvement qui dépasse et de loin les États-Unis. Et je pense que de plus en plus, les entreprises et les institutions en Europe commencent à se dire la même chose qu'aux États-Unis, c'est que la relation est plus importante que les objectifs à atteindre. Ou du moins, la relation est à mettre en place en premier lieu avant même d'aborder des solutions pour aller vers les objectifs. Si nous revenions maintenant à Godfrey Spencer et si maintenant, avec votre expérience, avec la communication non violente, avec votre nouvelle vie, votre nouvelle carrière, votre nouvelle famille, vous pouviez parler au Godfrey Spencer qui avait 20 ans, qui avait 25 ans, 30 ans, qui débutait sa carrière, et que vous pouviez lui donner des conseils, ou lui Ah proposer des oui, pièges à éviter, qu'est-ce que vous lui diriez? Si vous pouviez travailler, ah oui, voyager dans le temps. ah oui, oui. J'aurais des choses à dire au Godfrey de 20 ans qui seraient très touchantes pour moi. En tout cas, parce que j'ai découvert la communication non violente à l'âge de 57 ans. Et si j'avais pu découvrir la communication non violente à l'âge de 7 ans, je crois que j'aurais vécu beaucoup plus en harmonie avec moi-même et avec les autres depuis le tout début de mon existence. J'ai vraiment un regret, je crois, c'est de ne pas avoir eu accès à cette conscience plus tôt dans ma vie. Mais comme je dis à beaucoup de gens qui apprennent le processus avec moi, ce n'est jamais trop tard. Et si j'apprends ce processus alors que je suis sur mon lit de mort, eh bien, je m'en réjouis. Et voilà, je reste avec le regret et en même temps, je suis dans une telle célébration de la conscience que j'ai maintenant que je n'ai pas de regret du tout. Donc on peut changer de 7 à 77 ans, c'est ça? Eh oui, absolument. Et ça étonne les gens, mais c'est quelque chose que nous avons vérifié à IBM. Nous donnions aussi des cours de langue à 30 000 personnes et nous avons vu que l'âge n'intervenait pas du tout dans la rapidité de l'apprentissage de l'anglais. Et ça m'a beaucoup réjoui quand j'ai entendu cela, parce que beaucoup de gens disent oui, à partir de 25 ans, on n'apprend plus. Et j'ai envie de dire un explétif très vulgaire, mais je ne le dirai pas. Oui, on vit dans une société où on considère qu'à partir de 40, 45 ans, les gens sont bons Ouais, pour attendre la retraite et ne peuvent ouais. plus changer ni de vie, ni de métier, Ouais. de façon d'être. Et vous êtes un exemple vivant que c'est une erreur. Et non seulement j'en suis un exemple vivant, j'ai un tas de gens qui sont venus suivre mes formations et qui vous diraient la même chose, que le changement peut intervenir à n'importe quel âge. Ça, c'est vraiment chouette de pouvoir se dire ça. Et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Ce qui me motive aujourd'hui, c'est la joie des gens qui découvrent une autre façon d'être par rapport à eux-mêmes et donc une autre façon d'être par rapport aux autres. Très, très souvent, quand les gens viennent, ils viennent avec un problème qui implique un autre. Et puis, étant dans la formation, ils découvrent qu'il n'y a qu'un endroit où on peut donner de l'attention valablement et changer valablement,
c'est dans la relation à soi. Et c'est si facile pour nous tous de voir les endroits où nous, on se tabasse. Oui, t'as fait ça, t'aurais pas dû. Il y a cette petite voix intérieure qui nous met sur le droit chemin à tout moment. Et nous manquons singulièrement d'empathie, de bienveillance, de compassion envers nous-mêmes. Et une fois que nous pouvons mettre cela en route, eh bien, la relation à l'autre change du tout au tout. Godfrey Spencer, pour vous, réussir sa carrière professionnelle et peut-être aussi réussir sa vie, c'est quoi? D'abord, c'est la même chose. Très souvent, je vois des formations qui parlent de l'équilibre travail-vie. Et j'ai un frisson quand je vois cela. C'est comme si le travail ne faisait pas partie de ma vie et que j'échappe à la vie dans le travail ou j'échappe au travail dans la vie. Et pour moi, cela n'est pas vrai. Je suis un seul être humain et j'ai des besoins, que je sois dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, et je cherche à les combler. Et je crois que dans mon cas personnel, je vois dans ma vie de plus en plus de besoins comblés, à la fois dans mes activités professionnelles et dans ma vie de famille, de voisinage, etc. Godfrey Spencer, merci beaucoup pour ce témoignage. Vous m'avez fait aussi découvrir la communication non violente il y a quelques années, donc je suis déjà un peu convaincu de votre message, mais ça me faisait vraiment plaisir de le faire partager à mes auditeurs. Et c'était un grand plaisir pour moi d'être accompagné par vous pendant ce moment. Merci Yannick. Merci Godfrey. Vous pouvez retrouver le podcast Parcours Libre sur le site web parcourslibre.net, parcours-libre avec un s.net. Merci et à bientôt.